Bonsoir à tous, bienvenue sur Public Sénat. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle semaine d'On va plus loin. Au programme, ce soir, notre grand débat autour des chefs d'entreprise français, alors que nous apprenons la mort de Serge Dassault, grand industriel et ancien sénateur. Ils sont dirigeants de PME, de TPE ou de grands groupes. Dans l'opinion, ils sont souvent amalgamés, critiqués pour ne pas assez embaucher. Il y a quelques années, des études montraient qu'ils se sentaient seuls, mal accompagnés et trouvaient leurs tâches difficiles. Qu'en est-il depuis l'élection d'Emmanuel Macron? Leur rôle a-t-il un peu changé? Nous poserons la question à nos invités. Ne manquez pas de réagir sur Twitter avec le hashtag OVPL. Nous évoquerons évidemment la disparition de Serge Dassault en fin de débat. Le président du Sénat salue ce soir la mémoire d'un grand Français. Notre match des idées, il opposera Alexandre Malafaille à Guillaume Duval. Nous reviendrons sur l'homme qui suscite l'admiration de tous depuis 48 heures, Mamoudou Gassama. Il a risqué sa vie pour sauver un enfant suspendu dans le vide. Il a été reçu par Emmanuel Macron ce matin à l'Élysée. Résultat, il sera naturalisé français. Il intègrera les sapeurs-pompiers. Un geste salué par la classe politique dans son ensemble. Pourtant, cet épisode pose quelques questions. Nous verrons lesquelles avec nos invités. Mais d'abord, zoom ce soir sur les chefs d'entreprise, ces salauds de patrons, comme le disait Geoffroy Roux de Bézieux, avec ironie évidemment. Ils ont longtemps été critiqués par les Français, malmenés par les réformes, mais qu'en est-il aujourd'hui? L'élection d'un président comme Emmanuel Macron a-t-elle un peu changé la donne? Avant de répondre à ces questions, voyons qui ils sont. Sociologie des patrons, signée Flora Sauvage. À quoi ressemble le profil type du patron en France? Bernard Arnault et Martin Bouygues sont loin d'être représentatifs. PDG d'une entreprise du CAC 40 ou directeur d'une TPE, les profils divergent grandement. Il existe en France pas loin de 4 millions d'entreprises, dont 99,8% sont des PME. Les entrepreneurs restent majoritairement des hommes, puisqu'ils représentent 70% contre seulement 30% de femmes. L'âge moyen des créateurs d'entreprises est quasiment le même selon les sexes, puisqu'il s'établit à 38 ans et demi. Parmi les créateurs d'entreprises, les 30-39 ans sont surreprésentés. Polytechnique, Centrale, les mines, HEC, les écoles d'élite continuent de fournir un grand nombre de patrons. C'est le cas notamment pour les très grandes entreprises. Mais être à la tête d'une société est loin d'être un long fleuve tranquille. 50% des entreprises créées disparaissent avant d'atteindre leur 6e année d'existence. Un véritable défi pour les petits patrons. Avec nous pour aller plus loin ce soir, Denis Jacquet, fondateur de l'Observatoire de l'ubérisation et auteur de ce livre « Ubérisation, un ennemi qui vous veut du bien ». Bernard Cohen-Haddad, président de la CPME Paris-Île-de-France, président du think tank Étienne Marcel, Guillaume Bredon, avocat et contributeur au think tank Institut Sapiens, Emmanuel Sophie, journaliste au Journal du Dimanche, spécialiste des questions sociales. Merci à tous les quatre d'être ici. Je le disais, il y a une dizaine d'années, Geoffroy Roux de Bézieux, qui est d'ailleurs candidat à la présidence du MEDEF, écrivait un livre intitulé « Salauds de patrons ». Aujourd'hui, un sondage Elab pour le Parisien Week-end semble montrer que les Français et les patrons se sont peut-être réconciliés. Regardez ces chiffres. 71% des sondés ont une bonne image de l'entreprise, 78% la voient comme un lieu d'innovation et ils comptent davantage sur les entreprises que sur l'État pour créer de l'emploi. Est-ce qu'il y a eu un changement de point de vue ces 10 dernières années? Est-ce que vous le constatez, Bernard Cohen-Haddad? Oui, je pense qu'il y a eu un vrai changement à travers déjà l'engagement sociétal et puis à travers aussi le fait que le marxisme a perdu de sa superbe dans nos philosophies politiques et c'est effectivement que Marx et Engels sont passés de mode, sauf peut-être depuis ces dernières semaines. Mais nos petits patrons ne sont pas des gens qui roulent avec des gros véhicules et surtout avec le cigare à la bouche. Ce sont des hommes et des femmes impliqués sur le territoire. Denis Jacquet, l'époque salaud de patron est révolue? En fait, je pense que la sémantique est importante, c'est-à-dire que le patron et l'entrepreneur, c'est deux choses différentes. Je pense que l'image qui a été rénovée en France, c'est celle de l'entrepreneur. Celle du patron, pour un salarié, pour un citoyen, c'est celui qui n'a pas risqué quoi que ce soit pour être là où il est. Il a été bon, certainement, ou il ou elle, malheureusement pas souvent elle. Il dirige une entreprise dont il est un super salarié. Et il prend des décisions qui souvent font les journaux de 20 heures et en général, ce n'est pas les bonnes décisions, en tout cas pas celles qu'on attend. Bon. L'entrepreneur, c'est un être différent. Il a risqué sa peau et finalement, on ne se fâche pas avec quelqu'un qui fait partie de sa famille. Une entreprise, en France, c'est moins de 20 salariés pour l'immense majorité. Donc ça signifie que vous ne vous fâchez pas avec la moitié de votre famille. 20 salariés, c'est une petite famille. Puis finalement, quelqu'un qui galère comme vous, c'est la même chose. Le salaire d'un patron de PME en France, il est quasiment équivalent, voire inférieur à celui d'un salarié. Donc
même galère, même combat, c'est un petit peu le prolétariat de l'entrepreneuriat, le patron de PME. C'est une distinction intéressante. Patron, entrepreneur, Emmanuelle Soufi, c'est pas tout à fait la même chose. C'est peut-être ce qui explique que l'amour est revenu entre... Exactement, Rebecca. Je pense que effectivement, les gens font bien la différence entre le gestionnaire, qui est à la tête, en fait, qui est DG ou PDG d'une grosse boîte du CAC 40 et qui finalement n'a pas les coups des franches non plus. Il applique aussi des ordres venus, comme c'est des multinationales venues d'Allemagne, Angleterre, États-Unis, etc. Et puis plutôt celui qui a monté sa boîte. Alors celui, parce que comme vous disiez, Denis, les femmes sont encore très minoritaires dans ce monde de costumes, voilà, même si ça progresse, notamment du côté des startups. Mais les gens font très bien la différence entre celui qui a monté sa boîte, qui a mis ses économies dedans, qui a fait grandir une idée avec l'ambition de faire grandir aussi la taille de son entreprise, et celui ou celle qui, en fait, applique des directions, enfin des ordres et une stratégie qu'il n'a pas forcément non plus décidé lui-même. Et ça va dans le sens de ce que vous dites. Si on regarde dans le détail cette étude, et Guillaume Bredon, vous allez réagir, il y a une différence d'image entre les PME et les grandes entreprises. 90% des PME ont une bonne image contre 44% des grandes entreprises qui, il me semble, pourtant proposent plus de protection pour leurs salariés ou davantage aux collaborateurs. Comment on explique cet éventuel paradoxe, s'il y en a un? Oui, c'est vrai que c'est assez paradoxal. Dans les grandes entreprises, les salariés sont plutôt mieux traités et l'image des grandes sociétés, et en tout cas de ceux qui les dirigent, est plutôt moins bonne. Je rejoins assez ce que vous disiez, ça dépend vraiment du risque pris par l'entrepreneur finalement. Le dirigeant d'une très grande entreprise, d'un très grand groupe, c'est vrai que c'est pas lui en général qui a mis tout son argent familial sur la table, qui a risqué, qui a hypothéqué ses biens pour construire une activité. Il a été nommé, alors souvent il prend des risques qui sont édulcorés avec des parachutes dorés, etc. Et c'est ça qui heurte un peu le... Ils sont quand même sur des sièges éjectables aussi, il faut le reconnaître. C'est vrai que souvent ils peuvent disparaître du paysage assez rapidement. Oui. Bernard Cohen-Haddad, ça veut dire que les salariés ont besoin qu'il y ait un sens au capital, de trouver du sens? Oui, je crois que on le voit bien. Tout à l'heure, on évoquait le petit patronat qui pourrait être un lumpen patronat, j'exagère un peu, c'est-à-dire un sous-patronat, c'est pas vrai. Parce que dans nos entreprises, il y a un contact humain. On passe plus de temps souvent lorsqu'on est chef d'entreprise avec ses salariés qu'avec sa famille. Il faut quand même le reconnaître. Il y a avec ses clients, avec ses fournisseurs. Et il y a depuis un certain nombre d'années une volonté de trouver du sens, de trouver une implication, une responsabilité sociétale. Je viens beaucoup parce que les entrepreneurs aujourd'hui, les jeunes que l'on rencontre tous dans le cadre de nos activités, ont besoin de s'impliquer pour faire quelque chose. On parlait tout à l'heure fort justement du projet entrepreneurial. Aujourd'hui, on fait un projet entrepreneurial dans la cité, dans le département, dans la région, avec une réflexion beaucoup plus large que nous avec une envie de changer les choses. Avec une envie de changer le monde, mais aussi avec une vraie, comment dirais-je, volonté d'avoir une exigence économique et un engagement. Alors, une question essentielle pour poursuivre ce débat, quel est le quotidien d'un chef d'entreprise? Pour l'expliquer aux Français, il y a un patron de PME qui a décidé de créer un spectacle sur le sujet. Aujourd'hui, il sillonne la France avec un show qu'il a intitulé « La vie rêvée d'un petit patron ». Son nom de scène, c'est Tony Rostini. Regardez un petit extrait, écoutez bien, tendez bien l'oreille, on va en parler juste après. Et vous savez en quoi elle a consisté la simplification du bulletin de paie? Hein? Ah, c'est pas comme au Canada. Hein? Non. Ils nous ont enlevé une ligne. Et ils en ont rajouté deux. Vous savez, je crois que la simplification administrative, on l'aura jamais. Alors j'ai décidé de prendre les choses en main. Alors, c'est un clin d'œil humoristique, vous l'aurez compris, mais est-ce que ça décrit une réalité finalement assez méconnue du chef d'entreprise qui est tout le temps empêtré dans une paperasse sans fin, Denis Jacquet? Je crois que les personnes ne se rendent compte en réalité du quotidien de l'entrepreneur, mais ce qui est le plus marquant... Vous préférez entrepreneur à chef d'entreprise, hein? Oui, j'aime pas ces notions de patron ou de chef en fait. D'accord. Ça a une connotation un peu limitée et comme je suis un peu indiscipliné, j'ai du mal avec tout ce qui rappelle une vague forme de hiérarchie. Alors, ce Donc, quotidien l'entrepreneur, voilà, il se lance, mais c'est un quotidien difficile, mais en réalité, au-delà des difficultés quotidiennes, financières, fin de mois, des formalités administratives, c'est l'immense solitude qu'on perçoit assez peu. C'est-à-dire que quand on crée tous des réseaux associatifs ou
ou syndicats, etc., ce que cherchent les gens quand ils viennent, c'est de pouvoir parler à quelqu'un de leurs problèmes. Et en réalité, on ne voit pas à quel point, à un moment donné, on a besoin nous-mêmes de notre propre psy, à qui on en parle. Vous ramenez ça à la maison, vous détruisez votre famille, parce que vous n'allez pas revenir en disant « Aujourd'hui, j'ai encore eu l'inspecteur des impôts, demain, c'est l'URSSAF. » Non, sachant que vous rentrez déjà tard et que vous n'avez déjà pas vu vos enfants. De toute façon, tout le monde est couché. Mais bon. Et vous les verrez éventuellement demain matin, vous n'avez pas les polluer avec ça. Mais c'est surtout ça le plus dur, en fait. C'est cette forme de solitude où vous n'avez pas quelqu'un avec qui partager des décisions qui engagent souvent la vie personnelle autant que la vie professionnelle, et sur lequel vous ne pouvez pas, dont vous ne pouvez pas vous débarrasser aussi facilement. Donc c'est ça qui est un petit peu compliqué dans ce quotidien d'entrepreneur. On l'a cherché en même temps. Emmanuel Soufi, oui, alors justement. Moi, c'est ce que j'allais dire, voilà. Après, quelque part, c'est quelque chose qui est une forme de carrière aussi. Enfin, c'est un choix de vie, donc un choix professionnel. Après, sur il y a quand même une défiance qui est réelle, et cette défiance, elle s'accroche aussi à des réalités. Je veux dire, il y a eu des polémiques quand même sur des rémunérations assez importantes. Alors évidemment, on revient à ces grandes multinationales, mais qui jettent finalement aussi l'opprobre sur toute une catégorie de petits patrons, mais des rémunérations très élevées, y compris les parachutes dorés quand... Il n'y en a pas dans les TPE quand même. Il n'y en a pas dans les TPE, PME, mais mine de rien, quand Route Bézieux parle de salauds de patrons, c'est aussi ces scandales-là, c'est-à-dire des fermetures, et puis ensuite derrière, donc des fermetures de suite, et derrière des patrons qui étaient quand même là aux manettes, et puis qui sont partis avec un portefeuille bien gardi. Donc ça, je veux dire que ça pèse aussi dans l'inconscient collectif et dans l'image qu'on peut avoir du chef d'entreprise aujourd'hui. Alors, je savais que vous me parleriez de ça, et notamment de salaire. Donc, on va les regarder, ces salaires, parce qu'on a regardé ça de près. Il y a une étude de l'INSEE, la dernière étude qui date un petit peu, mais de quelques années seulement. Ils sont évidemment supérieurs à ceux des salariés, on ne va pas se le cacher. Le salaire mensuel net d'un dirigeant d'entreprise de moins de 20 salariés s'élève en moyenne à un peu plus de 4 200 €, vous le voyez. Il grimpe à plus de 6 400 € pour les entreprises dont les effectifs sont compris entre 20 et 50 personnes et près de 9 000 € pour les plus de 50 salariés. La rémunération des patrons du CAC 40, elle, dépasse les 5 millions d'euros annuels en moyenne et c'est en hausse de près de 14% en 2017. Qu'est-ce qu'il faut se dire, Guillaume Bredon? Ils sont trop payés, raisonnablement payés? C'est évidemment par rapport à ce qu'ils font, c'est normal. Qu'est-ce qu'il faut se dire? Moi, je pense que le salaire répond à la loi de l'offre et de la demande, notamment pour les grands patrons. On dit toujours qu'ils sont trop payés. Le problème, c'est qu'il faut trouver des dirigeants qui sont capables de diriger ce type de société. Et si donc avec les compétences, vous voulez dire? Avec les compétences, c'est pas évident de piloter des entreprises de plus de 10 000 salariés, avec des milliards de chiffre d'affaires. Et donc, si les actionnaires acceptent de payer ce prix-là, et ils l'acceptent d'ailleurs de moins en moins, c'est que ça a une valeur et que donc, si vous ne payez pas, vous ne trouvez pas les bonnes personnes, les bonnes compétences. Et donc, malheureusement, ou heureusement, ça dépend de comment on regarde les choses, ça répond à la loi de l'offre et de la demande. Pour les salaires des petits patrons ou des patrons de moyennes entreprises, là, je pense qu'il n'y a pas de déraison. Les salaires sont à peu près en ligne avec les rémunérations des salariés. Dans beaucoup d'entreprises que je conseille, le patron n'est pas celui qui est payé le mieux. Contrairement à ce qu'on pourrait penser. C'est souvent le directeur commercial ou c'est souvent celui qui a une clause de salaire indexée sur un volume de chiffre d'affaires, ce que n'a pas forcément le chef d'entreprise. Alors bien sûr, il se rattrape quand il revend son entreprise s'il a la chance de le faire, mais vous voyez, il n'y a pas de disproportion. Ce qui fait vraiment râler, je pense, la population, c'est effectivement les écarts de rémunération qu'on peut constater entre les grands groupes, enfin les rémunérations des patrons des grands groupes, et puis la très grande majorité de leurs collaborateurs. Mais souvenez-vous, il n'y a pas très longtemps, la polémique qu'il y a eu sur la rémunération du patron de Renault et de PSA, avec une augmentation assez forte qui a été votée et des rémunérations qui n'étaient pas du tout à la hauteur ensuite pour la moyenne des salariés. Non, mais ça joue, je pense, forcément dans l'opinion que les Français peuvent avoir aussi de ces chefs d'entreprise. Bien sûr, mais c'est aussi pour... voilà, la dichotomie ou la différence qu'il peut y avoir entre leur quotidien à eux et celui de chefs d'entreprise. Dans nos PME, je crois que vous avez évoqué un chiffre moyen. Il faut attirer l'attention de ceux qui nous écoutent et puis donner aussi un peu d'honneur à ceux qui travaillent tous les jours, que parfois le conjoint collaborateur n'est pas rémunéré. Donc on est beaucoup moins que ces 4 000 et quelques euros qui ne touchent pas le chômage. Il y a aussi parfois, je vous rappelle, des indépendants qui peuvent être des médecins dans des déserts où on a du mal effectivement à faire les fins de mois. Et pourtant on se déplace et on joue un rôle très important sur le territoire. Ça c'est important. Et puis il y a des distinctions en fonction des professions. On n'est pas payé
de la même façon si on est un boucher ou si on est effectivement un pharmacien. Ça, c'est une réalité et c'est pour ça, je pense qu'il faut éviter l'amalgame et puis aussi cette hiérarchie parce qu'on gagne beaucoup d'argent, on est un homme heureux ou une femme heureuse. Ça fait partie un petit peu du passé et tournons la page de ces références-là, si vous me le permettez. Denis Jacquet ? En fait, on a l'obligation de réussir et il faudrait qu'on ait honte de se payer de temps en temps. Donc ça, c'est un petit peu... Ça, c'est français, c'est typiquement c'est français. complètement français. Enfin, moi, j'ai vécu longtemps aux États-Unis, on n'entendrait jamais ça aux États-Unis. En même temps, les différences aux États-Unis sont bien plus criantes. Enfin, nous, on trouve que nos grands patrons sont payés. L'écart entre un ouvrier et un grand patron aux États-Unis, il est de 300 maintenant. Donc, on est très au-delà des critères français. Ils sont raisonnablement payés sur la terre entière. Néanmoins, quand on voyait tout à l'heure le chiffre au-delà de 50 salariés d'à peu près 8 900 € de salaire pour un dirigeant de PME, à risque égal, à position égale dans une entreprise, il n'y a pas un salarié qui accepterait d'être payé ce type de salaire. Donc, très clairement, l'entrepreneur, si on met en jeu pas seulement le salaire, mais le niveau de risque, le nombre d'heures effectuées, enfin, quand on parle d'ubérisation, un chauffeur gagne 1200, 1300 € pour 70 heures par semaine, c'est pas la même chose, c'est pas le même SMIC que celui qui gagne 35 heures. Donc forcément, voilà, il faut mettre en rapport non pas seulement le salaire, mais l'environnement total et tous les coussins et amortisseurs qui n'existent pas dans nos entreprises. Et quel est le rôle du discours politique dans tout cela, notamment de la gauche radicale? Est-ce qu'elle ne va pas dans le sens de ces salauds de patrons? Je voudrais qu'on regarde ce tweet de Jean-Luc Mélenchon. C'était lorsqu'il était candidat à la présidentielle. Et Emmanuel Soufi, je vais vous interroger là-dessus. Voilà ce qu'écrivait Jean-Luc Mélenchon. Les patrons trouvent des ouvriers qui coûtent moins cher. On doit pouvoir trouver des patrons qui coûtent moins cher. Est-ce que c'est aussi un discours qui pousse un peu à détester les chefs d'entreprise? Et peut-être à raison ou à tort, on n'est pas dans le jugement, mais est-ce que ce discours politique joue dans ce sens? Forcément. Après, Jean-Luc Mélenchon manie très bien la provocation, donc c'est un tweet qui est quand même assez provocateur. Enfin, sauf qu'il représente un certain nombre de millions de Français. Bien sûr, mais le problème, c'est l'exemplarité, et comme dans la classe politique, c'est l'exemplarité et c'est la répartition des richesses. Donc il y avait à un moment donné, sous Sarkozy, on parlait de un tiers. Vous savez, on gagne tant, donc il y a un tiers pour les salariés sur le résultat net, un tiers pour les salariés, un tiers pour les actionnaires, un tiers pour l'investissement. Et aujourd'hui, alors il y a une étude qui est sortie il n'y a pas très longtemps d'Oxfam qui montre que c'est pas du tout comme ça que ça se passe et qu'en fait les 2/3 des résultats des entreprises bénéficient aux actionnaires et juste 5% aux salariés. Ça joue en fait, ça renforce encore ce sentiment de méfiance, de défiance et finalement une espèce d'écart qui se joue dans la population. Et les Français savent très bien qu'aussi une entreprise bien portante, c'est quand même mieux pour eux, pour leur avenir, pour leur emploi, pour leur participation, leur intéressement. Le seul truc, c'est qu'ils ont le sentiment de travailler plus. On voit bien, la productivité en France, elle se maintient, elle augmente même. De ne pas avoir forcément les fruits de leur effort et que leur effort va ailleurs et donc les actionnaires. Et ça, voilà, c'est un puissant forcément repoussoir. Alors, la politique menée par Emmanuel Macron est-elle particulièrement favorable aux patrons? Les bichonnent-ils, ces patrons, comme certains le disent? Édouard Philippe a démenti ce matin une info d'RTL annonçant de nouvelles baisses d'impôts de production pour les entreprises. En tout cas, il écarte l'hypothèse avant 2020. Les impôts de production, je le dis pour les téléspectateurs, c'est ce qui correspond à toutes les taxes que les chefs d'entreprise paient avant de faire le moindre euro de chiffre d'affaires. Mais quoi qu'il arrive, baisser la fiscalité des entreprises, c'est un objectif clairement affiché par le gouvernement. Écoutez. Nous baisserons l'impôt sur les sociétés de 33,3% aujourd'hui à 25% en 2022. Nous commencerons avec un taux de 28% dès 2018 sur la fraction de bénéfices inférieure à 500 000 € pour toutes les entreprises. Nous baisserons le taux général à 31% pour tous les bénéfices à partir de 2019, tout en maintenant évidemment le taux de 28% pour les bénéfices inférieurs à 500 000 €. Ce sera ensuite 28% en 2020 pour tous les bénéfices, 26,5% en 2021 et 25% en 2022. Guillaume Bredon, c'est un geste parmi d'autres peut-être, mais est-ce qu'en gros on peut dire que Emmanuel Macron bichonne les chefs d'entreprise? Je ne crois pas qu'on puisse dire ça, ça ne vous étonnera pas, mais parce qu'en fait on revient de tellement loin qu'on est en train de se recaler dans la moyenne européenne et encore je pense on reste dans le haut de la fourchette. Donc je ne crois pas qu'on puisse dire ça. Je vous le confirme, le poids de ces impôts est 2 fois plus élevé en France que chez nos voisins, la moyenne européenne est de 23%. Voilà, donc ce que tente de faire Emmanuel Macron, je pense, c'est d'arrêter de faire fuir les patrons, enfin ceux qui veulent investir dans l'économie
Et donc ramener les taux de fiscalité à la moyenne européenne me semble plutôt raisonnable. Mais c'est pas bichonner les patrons que de faire ça. C'est simplement éviter la destruction massive d'emplois en France de façon indirecte. Bernard Cohen-Haddad, vous êtes d'accord ? Totalement. Je crois qu'on ne pouvait pas être un pays qui se veut moderne et qui veut se développer à l'international et avoir un taux d'imposition le plus lourd de l'Europe. Ce n'est pas acceptable. Nous avions demandé à la CPME depuis longtemps une baisse de l'impôt société. C'est important aussi de favoriser le réinvestissement des bénéfices dans l'entreprise. Ça fait partie aussi de relever le niveau de fonds propres. Et puis, je crois qu'aussi, on a besoin d'avoir une équité fiscale. Je vous rappelle que... Vous avez vu, il n'y a pas si longtemps quand même, un certain nombre de manifestations de nos entrepreneurs suite au problème du RSI. Les entrepreneurs individuels paient beaucoup, beaucoup plus que les salariés. Revenons un peu plus d'équilibre, ça ne veut pas dire que tout va bien. Maintenant, est-ce qu'aujourd'hui, il a une orientation un peu plus tournée vers le monde de l'entreprise ? Moi, je le ressens et je trouve que c'est très bien et j'aimerais que ça continue. Alors, faut-il y voir un paradoxe ? Les patrons se disent déçus par l'action du chef de l'État. Oui, leur satisfaction a même dégringolé en un an. On va regarder ce sondage d'Opinionway qui est paru aujourd'hui dans la Tribune. Juin 2017, 75% des chefs d'entreprise interrogés se disent satisfaits. Mai 2018, regardez, ils ne sont plus que 41%. C'est une chute de 34 points. 69% jugeant que la situation de la France ne change pas vraiment sous la présidence d'Emmanuel Macron. Comment expliquer une chose pareille, Denis Jacquet ? On est des gens fondamentalement un peu impatients. Donc, quand vous dites on, ce sont les entrepreneurs. Les entrepreneurs de façon générale. C'est-à-dire qu'on aime bien les choses qui vont relativement vite et relativement fort. Et Emmanuel Macron a pris une sorte de tempo dans lequel il aborde tous les sujets très vite et pas forcément avec le niveau de profondeur qu'on attendait. C'est-à-dire que quand on prend la réforme du travail, on attendait beaucoup plus. Mais en fait, au final, je crois que c'est lui qui aura raison et l'histoire s'écrira pour lui. Parce qu'à un moment, on a retenu que la petite musique qu'il passe partout de la France est réformable permettra sur le long terme de créer une dynamique qui enfin va désenclaver ce pays qui était complètement perdu par la norme, perdu par les contraintes, etc. Et de dire, regardez, on peut changer ce pays. Donc je pense qu'en fait, en réalité, il a raison sur la méthode, mais forcément, c'est un peu déceptif pour des dirigeants qui disent, on est bon, laissez-nous aller plus loin. Et en fait, baisser le taux d'impôt sur les sociétés, ça me paraît à nouveau peut-être pas forcément la mesure qui était la plus emblématique pour les PME, parce que beaucoup de PME ne font juste pas de bénéfices. Donc c'est pas eux que ça concerne le plus en réalité. À nouveau, ça peut apparaître comme un cadeau pour les plus gros, qui eux, par contre, en amassent beaucoup. Donc, et à nouveau, pas de façon inélégante ou anormale. Je veux dire, à un moment donné, un actionnaire prend un risque, c'est quand même normal qu'il récupère une partie de son argent. En France, on fait la une du monde sur 84 milliards de profits. Et si on regardait Apple, c'est même pas la moitié de sa trésorerie. Je veux dire, ça fait rigoler. J'aimerais qu'on fasse 260 milliards de profits. Et finalement, qui est-ce qui paye notre modèle social aujourd'hui ? C'est bien les profits de ces entreprises. Si elles sont plus là, la France n'existe plus. Et les cotisations des salariés. Donc je pense qu'on est trop impatient. Mais quand il dit les premiers de cordée, ça devrait quand même nous satisfaire parce que quelque part, c'est pas un jugement de valeur. C'est un jugement de la valeur du risque-prix. Voilà. Donc on ne mesure pas la valeur des gens. Moi, mes salariés sont aussi importants que moi. Sans jeu, voilà. Bien sûr, sur le plan humain, on est tous d'accord. L'entrepreneur, il n'est pas meilleur que les autres. Il est juste indispensable. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut que ces 2% de fous furieux qu'on trouve dans tous les pays du monde, qui s'appellent les entrepreneurs, acceptent de prendre tous les risques pour mener une passion complètement égoïste, mais d'utilité collective, qu'est l'entrepreneuriat. Donc il faut qu'on arrive à inciter ça, et je pense qu'on devrait plutôt être heureux. Et quand on regarde l'image, pour moi qui ai vécu très longtemps, et j'étais encore à Taïwan il y a 15 jours aux États-Unis, ils me disent, mais quand est-ce qu'on échange notre président, notre présidente contre Emmanuel Macron ? Donc voilà, l'image c'est de la confiance, la confiance c'est de l'investissement c'est de la croissance. Donc je pense que on n'est pas content de la vitesse, mais au final, je pense qu'on pourrait être gagnant. Emmanuel Soufi, donc Emmanuel Macron ne bichonne pas forcément tous les patrons, mais il bichonne les grands patrons, c'est ce que vous diriez ? Pour le moment, ouais, sur sa politique. Alors, Bruno Le Maire est en train de préparer son fameux pacte qui sera présenté mi-juin. Et là, qui comporte voilà, à fond la CPME, beaucoup de fédérations ont milité pour certaines mesures, notamment les seuils sociaux qui sont pour certains un puissant épouvantail à embaucher. Voilà, le fait que vous ayez un niveau d'effectif et qui du coup fait que vous avez une avalanche de formalités à remplir ensuite derrière. Donc dans ce pacte, il y aura beaucoup de mesures favorables aux PME et sachant que voilà, la loi de finances de l'année dernière était plutôt favorable, je pense, aux dirigeants et aux dirigeants actionnaires. Si on prend aussi la flat tax, la réforme de l'ISF, donc il y avait quelques mesures qui étaient plutôt destinées à cette population-là. Je me souviendrai toujours d'une phrase, d'un échange après un plateau qu'on a vu avec Mélenchon. Je lui dis, mais vous vous rendez compte quand même que les
petites boîtes, c'est-à-dire celles de moins de 10 salariés, 20 salariés, sont vraiment une forme de prolétariat, de l'entrepreneuriat. Vous devriez les défendre. Il m'a dit, mais Monsieur Jacquet, vous croyez que je peux dire ça sur un plateau? C'est pas mon électorat. Mais fondamentalement, il le pense quand même. Quelques secondes. Oui, n'oublions pas quand même la loi travail. Nous avons demandé une simplification des licenciements. C'était important pour nos plus petites entreprises qui souvent y voyaient à travers le Conseil des prud'hommes leurs pertes. Ne balayons pas d'un revers de main ce qui a été difficile d'obtenir, avec une clarification des indemnités, une simplification et aussi, vis-à-vis des salariés, une capacité de rebondir. Ça a été une vraie réforme, nous en sommes satisfaits. Bien entendu, il arrive la loi Pacte et le droit à l'erreur et la loi Elan. C'est important, mais les ordonnances travail ont amené un peu de stabilité. Enfin, c'est le spécialiste qui certainement en dira beaucoup plus que moi, et nous étions demandeurs de cela dans notre petite entreprise. Alors, nous avons parlé beaucoup des chefs d'entreprise ce soir. Je voudrais qu'on accorde ces quelques dernières minutes de débat à Serge Dassault, qui, je vous le disais en introduction, est mort à l'âge de 93 ans. Il est décédé aujourd'hui d'une défaillance cardiaque, l'un des plus célèbres chefs d'entreprise français dans le domaine de l'aéronautique et de l'armement. Il avait aussi mené une carrière politique, conseiller général et sénateur, maire de Corbeil-Essonnes. Gérard Larcher salue ce soir la mémoire d'un grand Français. Retour sur sa vie avant de vous faire réagir avec Julie Hulin. Il fut l'un des chefs d'entreprise les plus célèbres dans le domaine de l'aéronautique et de l'armement. Serge Dassault est mort à 93 ans ce lundi au siège de son entreprise. Le groupe Dassault, dont il était le président depuis la mort de son père en 1986. Proche de Chirac, engagé au RPR puis à l'UMP, il est élu maire de Corbeil-Essonnes en 1995. Élu sénateur de l'UMP de l'Essonne en 2004, il devint vice-président de la commission des finances du Sénat en 2010. Il restera l'un des parlementaires qui a le plus défendu le monde de l'entreprise. Le problème, c'est que les entreprises n'embauchent que lorsqu'elles ont du boulot. Si elles n'ont pas de travail, elles n'embauchent pas pour leur donner 10 000 euros, 2 000 euros, 100 000 euros. Ce qui va réduire le chômage, c'est la flexibilité de l'emploi. Personnage controversé maintes fois dans le collimateur de la justice, il est condamné à 5 ans d'inéligibilité en février 2017 pour blanchiment de fraude fiscale et omission de déclaration de patrimoine parlementaire. Il avait fait appel de la décision de justice et devait être jugé la semaine prochaine. Et réaction d'Emmanuel Macron ce soir, la France perd un homme qui a consacré sa vie à développer un fleuron de l'industrie. Bernard Cohen-Haddad. Oui, pour moi, Serge Dassault, c'est un grand chef d'entreprise et surtout un grand patron de presse et aussi un avionneur, l'industrie aéronautique française au top. Après, il y a effectivement des polémiques politiques et de financement des partis politiques. Tout ça, ça ne nous appartient pas, en tout cas moi, chef d'entreprise. Mais je reconnais cette dynamique industrielle en Europe et dans le monde, et c'est très bien pour nous. Guillaume Bredon. Moi, ce que je regretterais, c'est qu'il n'y ait pas plus de chefs d'entreprise parlementaires. Quand vous regardez la constitution du Parlement français, elle est dépourvue de chefs d'entreprise. Parce qu'évidemment, c'est difficile. C'est un peu en train de changer avec l'ère Macron. Oui, peut-être, mais je crois pas que fondamentalement les choses aient changé de ce point de vue-là, en tout cas. C'est regrettable parce que qui mieux qu'un patron peut défendre les intérêts de l'entreprise et cette vision du monde dans l'entreprise, dans l'Assemblée nationale, dans l'hémicycle. Voilà. Malheureusement, c'est très compliqué de faire les deux. Être chef d'entreprise et parlementaire, il faut être patron d'un très grand groupe pour pouvoir se le permettre. Une chef d'entreprise de PME a vraiment du mal à faire les deux. Et sauf à ne pas compter ses heures, là encore, ce dont on parlait. Oui, mais même, vous avez besoin d'être présent. Si vous voulez faire les deux jobs correctement, il faut être présent et donc c'est compliqué. Emmanuel Soufie, que vous forcément, moi je retiendrai l'homme de presse, voilà, en tant que journaliste. Donc celui qui a, papivore, comme on appelait tous ces grands chefs d'entreprise qui avaient pris des participations dans des groupes. Bon, lui, Le Figaro, qu'il a quand même contribué à développer. Parfois avec, des coups de fil, etc. Donc un petit peu aussi surveiller vraiment ce qui pouvait être écrit et se dire. Non, voilà, les hommes de réseau aussi. C'était l'époque de la Chiraki, de tous ces réseaux et peut-être ternis ensuite, voilà, par des affaires qui ont dû ternir un peu son image. Mais je crois que localement, c'était quelqu'un d'assez apprécié parmi la population. Denis Jacquet. Il y a des chances, il y a des gens qui ont la chance d'être immortels, même quand ils sont humainement mortels. Donc finalement, il est mort, mais le nom reste. Ce qu'on sous-estime souvent, c'est la difficulté pour un fils ou une fille de continuer une entreprise qui a été bâtie par son père ou sa mère. Il y a souvent eu plus d'échecs que de réussites. Souvent, la génération d'après mange ce qu'a créé celle d'avant. Et finalement, là, on en est à 2, 3 générations. On a la chance d'avoir quelques grandes familles assez brillantes comme ça en France.
Et puis ça nous ramène du coup à un capitalisme familial qui est quand même plutôt un capitalisme plus humaniste, plus porté vers le temps long, qui est souvent ce temps qui nous manque aujourd'hui dans ce monde trop digital et d'immédiateté trop forte. La France perd un homme qui a consacré sa vie à développer un fleuron de l'industrie. Réaction donc d'Emmanuel Macron ce soir après la mort de Serge Dassault à l'âge de 93 ans. Merci à tous les quatre d'avoir participé à ce débat. Dans un instant, c'est le match des idées. Il va opposer Alexandre Malafaille à Guillaume Duval. Nous allons revenir sur l'issue heureuse du sauvetage d'un enfant par Mamoudou Gassama pour son acte héroïque. L'homme qui n'avait pas de papier sera naturalisé français et va intégrer les sapeurs-pompiers. C'est Emmanuel Macron qui lui a annoncé ce matin. On en parle juste après ce rappel des faits de Fabien Recker. C'est un héros visiblement intimidé qui se présente aux journalistes dans la cour de l'Élysée. Quelques instants auparavant, Mamoudou Gassama rencontrait le président de la République. Et il était comment, le petit, quand vous l'avez... Bon, il est en train de pleurer. Voilà, il est blessé encore, là, son pied, voilà, il est blessé. Et vous l'avez revu? La prouesse de Mamoudou Gassama a fait le tour de la toile. Samedi soir, dans le 18e arrondissement de Paris, un enfant est suspendu dans le vide sous les regards impuissants des passants. À main nue, Mamoudou Gassama se lance alors à l'assaut de la façade et parvient à sauver le petit garçon. Très vite, les réactions se multiplient. La maire de Paris salue sur Twitter un geste héroïque et une pétition en ligne demandant la régularisation de ce jeune Malien, arrivé sans papier en France en septembre dernier, recueille plus de 10 000 signatures. Un souhait finalement exaucé par Emmanuel Macron. Je lui ai annoncé qu'en reconnaissance de cet acte héroïque, il allait être régularisé dans les plus brefs délais. Si le geste fait l'unanimité, certains dénoncent néanmoins la récupération politique d'un fait divers. Mais ça montre à quoi est attaché Emmanuel Macron en réalité. Il est attaché à la communication et aux bénéfices qu'il peut tirer de celle-ci. Alors oui, ouvrons les portes de notre pays à un jeune homme qui a servi finalement l'intérêt général et a servi la France à travers cet acte héroïque. Et de l'autre côté, ne soyons pas dupes de ce que fait Emmanuel Macron. Selon l'Élysée, Mamoudou Gassama devrait également être naturalisé français et intégrer la brigade des sapeurs-pompiers de Paris. Avec nous pour ce match des idées ce soir, Alexandre Malafaille, chroniqueur à l'Opinion et fondateur du think tank Sinopia. Bonsoir Alexandre. Bonsoir, Guillaume Duval, bonsoir à vous. Bonsoir. Éditorialiste à Alternative économique, dont on va voir la une dans un instant. C'est peut-être la première fois que tous les responsables politiques, tous bords confondus, étaient d'accord sur le fait que cet homme devait être naturalisé français. Que vous inspire cet épisode, Guillaume Duval ? Comme je partage cette unanimité, il est évident que son acte mérite une reconnaissance par la nation sous la forme qui a été prévue. Simplement, la question qui se pose, c'est est-ce qu'il faut vraiment faire des actes héroïques pour mériter la nationalité française ou en tout cas des papiers? Ça peut être peut-être le risque dans ce genre d'affaires. Donc oui, Lassana Bathily, au moment de l'hypercachère, avait lui aussi fait preuve d'héroïsme et avait été remercié pour cela. Donc Mamoudou Gassama vient de faire le même genre de choses et c'est très bien qu'on les reconnaisse. Mais si pendant ce temps-là, on laisse des milliers de personnes pourrir dans les rues de Paris parce qu'on n'est pas capable de les accueillir dignement, je ne pense pas que la France fasse ce qu'il faut vis-à-vis de l'ensemble de ces réfugiés et de ces migrants. Il n'y a pas que des héros parmi eux, c'est certain, mais tous méritent d'être accueillis dignement dans notre pays. C'est vrai que cet épisode soulève quelques questions politiques, Alexandre Malafaille. 2 tweets de Yann Brossa ont attiré notre attention. Je voudrais que vous les regardiez avec nous. Voici ce qu'a écrit l'adjoint PCF à la mairie de Paris. Très heureux que Mamoudou Gassama soit naturalisé, que cet exemple contribue à changer le regard de notre société et de nos élus sur les migrants. Derrière les chiffres, il y a des vies, des visages, parfois aussi des héros. Et un peu plus tôt, il avait écrit ceci: avis à ceux qui crachent sur les migrants à longueur de journée. Merci Mamoudou Gassama. Est-ce que cet épisode est sujet à nous faire revoir la manière de traiter la question des migrants en France ? Je pense qu'il faut surtout penser que Mamoudou Gassama a fait ce qu'aurait peut-être fait Guillaume d'Orange à sa place, c'est-à-dire que la fameuse devise, point n'est besoin d'espérer pour entreprendre. Il a pris un risque sans doute peut-être inconsidéré au regard de quelqu'un qui s'est mis en valeur alors qu'il n'avait pas de papier, et avec les risques qui pouvaient être associés à une telle démarche spontanée comme ça, de rendre service. Après, je ne suis pas sûr qu'il faille faire de généralité. Je pense que ce qui est important là, c'est d'analyser l'acte politique tel qu'il a été produit par Emmanuel Macron. D'un côté, et je suis partagé, d'un côté, il y a cette volonté en fait de valoriser le héros
alors pour le coup, c'est un sans-papier, c'est un Malien, c'est quelqu'un qui vient de loin et qui a acté. Mais il y a plein de héros français aussi. Et donc de valoriser le héros du quotidien, valoriser celui qui se dépasse, celui qui se met en avant. Et on est, si vous voulez, un peu sur le Léonardin à l'envers, si on devait effectivement comparer l'intervention présidentielle à ce niveau-là. Bon, d'un autre côté, ma réaction, elle est mitigée sur juste un point, c'est dire, est-ce que c'est finalement au chef de l'État de faire ça? Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas suffisamment de gens compétents, de ministres, voire de services de l'État, de hauts fonctionnaires, qui peuvent à un moment donné prendre la main pour aussi aller en avant sur une situation comme celle-là, pour marquer l'acte de reconnaissance de la nation. Le président de la République ne peut pas faire tout le temps à chaque fois. Trop jupitérien, vous voulez dire? Ça revient effectivement à cette espèce d'incarnation systématique du pouvoir par le haut, et où c'est le président qui fait tout. Alors c'est une illusion, on sait bien que c'est pas comme ça dans la vraie vie. Alors, et en même temps, c'est vrai que c'est l'occasion d'encourager tous ceux qui peut-être n'osent pas de passer à l'acte et qui tout d'un coup on voit dans le fait que l'acte d'héroïsme est récompensé. Donc après tout, pourquoi pas à un moment donné se dépasser et aller effectivement cette dynamique d'un récit national où chacun peut avoir la chance c'est presque un conte de fées dans son cas. Enfin, il est sans papier, il commet un acte héroïque sans y penser, et puis dans la foulée, il va récupérer des papiers, un travail, une nationalité. Enfin, c'est extraordinaire. Mais ça, je crois qu'effectivement, ce conte de fées-là, il mérite d'être valorisé. Après, moi, je vous dis, c'est simplement celui qui monte au créneau et qui lui remet sa distinction. Je pense qu'il y avait d'autres hommes de femmes que le chef de l'État. Guillaume Duval. Oui, enfin moi, ce qui me choque surtout, c'est pas tellement que le président de la République reconnaisse cette personne. C'est vrai qu'il a fait un acte exceptionnel, a pris des risques très importants pour lui-même, mais c'est surtout la contradiction entre ce que Emmanuel Macron fait aujourd'hui vis-à-vis de cette personne et ce qu'il fait en général sur la question des migrants, en appuyant la politique que mène son ministre de l'Intérieur, qui se révèle au bout du compte encore plus sévère sur ce sujet-là que ne l'était Manuel Valls, alors que Emmanuel Macron avait critiqué à l'époque la politique qui est très restrictive qui était menée. Donc là-dessus, il y a une contradiction évidente. Je pense que le geste d'Emmanuel Macron est aussi une manière de vouloir atténuer sa sévérité, sa rigueur vis-à-vis de l'ensemble des migrants en faisant ce geste de manière aussi spectaculaire. Malheureusement, en tout cas à mes yeux, ça n'atténue pas les défauts que présente la politique de M. Collomb sur ce plan. Justement, puisque vous parlez de Gérard Collomb, on va parler de la polémique autour de ses propos. C'est le deuxième thème de ce match. Samedi dernier, quelques échauffourées ont éclaté entre les forces de l'ordre et les casseurs. Le ministre de l'Intérieur a suggéré une forme de complicité des autres manifestants. Je voudrais qu'on l'écoute et qu'on en parle juste après. Ce qui est étonnant, par contre, c'est que des Black Blocs puissent intervenir au milieu d'une foule qui finalement ne réagit pas. Je crois que si on veut garder demain le droit de manifester, qui est une liberté fondamentale, il faut que les personnes qui veulent exprimer leur opinion puissent aussi s'opposer aux casseurs et ne pas, par leur passivité, être d'un certain point de vue complices de ce qui se passe. Des propos qui ont fait hurler à gauche. On a retenu cette réaction d'Olivier Faure, patron du PS, sur RTL. Vous imaginez qu'on dise à une femme avec sa poussette que c'est elle qui doit se battre avec les Black Blocs? C'est irresponsable. Il n'est plus à la hauteur de sa fonction, en parlant de Gérard Collomb. Qu'en pensez-vous, Alexandre Malafaye? Là encore, je pense que c'est comme le sujet précédent. On généralise, on mélange tout. Je pense que Gérard Collomb est un homme de gauche, jusqu'à preuve du contraire, et je ne pense pas qu'il ait beaucoup changé. Il a des vraies convictions. Je pense qu'il a aussi des informations. Et je pense que s'il a à un moment donné cette intervention, cette façon d'aborder la question dans le débat public, c'est qu'il sait sans doute des choses et qu'il a pu constater par lui-même ou par les services qui l'ont renseigné, qu'à un moment donné, il y a une forme de complicité passive entre des manifestants. Je n'ai pas dit les manifestants, j'ai bien des manifestants, et puis ceux qui cassent. Voilà. Or, à un moment donné, il est ministre de l'Intérieur. Il y a un vrai risque. On l'a vu une fois, rappelez-vous, l'an dernier, je crois, il y a eu une manifestation qui avait été interdite après une manifestation qui avait dégénéré, où on avait cassé des hôpitaux, où ça s'était mal passé. Il y a un risque qu'à un moment donné, si chacun n'est pas un peu responsable, j'ai bien chacun, ça ne veut pas dire une mère avec une poussette, mais chacun n'est pas un peu responsable de ce qui se passe, et finalement de maîtriser cette liberté de s'exprimer dans la rue, dans le calme et dans la dignité, parce que, pardon, mais ce n'est pas un droit de casser. C'est pas un avantage acquis de pouvoir les briser le bien d'autrui, c'est interdit. Donc il faut respecter la liberté des uns, le droit des autres, il faut respecter le bien de chacun. Quand vous avez votre voiture, votre magasin, votre vélo, tout ce qui est abîmé régulièrement à chaque fois qu'il y a des manifestations qui sont cassées, eh bien je pense que c'est pas tolérable, c'est pas acceptable dans une démocratie moderne et responsable. Et c'est pas un moyen de se venger contre le système, d'aller casser effectivement ce qui ne vous appartient pas. Donc je pense que de ce point de vue-là, il y a une responsabilité collective à avoir, et je pense que les citoyens ont un rôle collectif à avoir les uns vis-à-vis des autres, et que il y a une complicité, je pense que c'est ça qui veut pointer. Guillaume Duval.
Alors dans cette affaire, je pense qu'il y a effectivement un dérapage de Gérard Collomb, c'est-à-dire que c'est vrai que dans les manifestations, il y a parfois, suivant les organisations, des services d'ordre, mais il n'est pas demandé ni souhaitable que ces services d'ordre deviennent eux-mêmes armés, qu'ils tapent sur d'autres manifestants, etc., etc. Donc oui, beaucoup de manifestations, beaucoup d'organisateurs cherchent à éviter autant que possible la présence de ce type de personnages, mais quand ils sont là, c'est vrai que c'est très difficile du point de vue des organisateurs de l'éviter. Moi, ce qui m'a toujours étonné dans ces affaires, c'est à quel point la police se révèle finalement incapable de prévenir ce genre de personnes ou ce genre d'intervention. C'est des gens qui sont présents sur les réseaux sociaux, qui se rassemblent, on sait qu'ils vont venir. Donc moi, ce que je souhaite, c'est qu'il y ait effectivement une action plus efficace de la police en amont, mais demander aux manifestants de régler eux-mêmes cette question, c'est impossible et ce n'est pas souhaitable surtout. Non, c'est pas de leur dire de régler, c'est de participer au règlement, c'est de les associer, c'est de les responsabiliser. Deuxièmement, on ne peut pas dire ce que vous avez dit, c'est-à-dire que la police sait parfaitement ce qui se passe, elle est parfaitement au courant, on voit parfaitement les mobilisations se faire, sauf que derrière, il n'y a ou pas les consignes, ou pas la possibilité d'intervenir. Vous savez très bien qu'aujourd'hui, les forces de l'ordre en France, on le voit avec Notre-Dame-des-Landes par exemple, sont extrêmement démunies sur leur capacité de réagir de manière adaptée aux situations. Donc comme on est toujours dans une logique de prudence extrême, et qu'il faut évidemment éviter la moindre bavure, on est toujours sur une position de recul et on laisse le terrain être occupé par ceux qui sont les plus offensifs et les plus agressifs. Et c'est en ce sens que la population qui veut manifester doit aussi participer au fait que ces minorités-là extrêmement agissantes, extrêmement bruyantes et actives soient jugulées et que tout le monde participe à leur neutralisation. Les organisateurs des manifestations n'ont jamais intérêt à ce qu'elles dégénèrent avec ce type de gens. Donc là-dessus, ils sont toujours très embêtés quand ça se produit. Mais vous avez aussi beaucoup de gens qui pensent que les départages sont inévitables et qu'après tout, c'est pas grave. Ce qu'on a vu au cours des dernières semaines, c'est que suivant les natures des dispositifs policiers, suivant les mesures qui sont prises en amont ou pas, les choses évoluent très différemment. Donc on a pu avoir le sentiment à certains moments que la police laissait faire un certain nombre de choses, et dans d'autres manifestations où elle a pris des mesures, on a vu beaucoup moins de débordements de ce type. Donc il y a des questions de la nature du système, en faux sur le laisser-faire. Qui est mis en place. Guillaume Duval, je m'inscris en faux sur le laisser-faire. Il y a des consignes politiques qui sont données parce que je pense que si on voulait réagir, on pourrait réagir. Voilà, ça, je pense. En quelques secondes, dans ce fameux cortège, vraiment quelques secondes, une pancarte a fait beaucoup réagir. C'est celle d'Emmanuel Macron en uniforme de soldat SS avec un brassard israélien, du MEDEF, de Vinci. Christophe Castaner s'est indigné sur Twitter. Jusqu'où iront l'indécence, la haine, la bêtise la plus crasse? En quelques secondes. Oui, non, c'est indécent. C'est indécent, c'est aussi indécent que quand les Black Blocs défilaient en disant premier de cordée, premier guillotiné. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on tolère le franchissement de ligne jaune et ça s'apparente à une violence aussi dure que celle qui est pratiquée par les Black Blocs. C'est intolérable. C'est indécent, c'est intolérable et c'est surtout stupide parce que ça nuit à la manifestation et au message qu'elle veut donner. Donc la personne qui a fait ça est un imbécile. Voilà, c'est dit. Allez, il nous reste 1 minute 30. Je l'ai dit en début d'émission, Serge Dassault est décédé à l'âge de 93 ans. Je voulais vous faire réagir à ce décès. C'est un grand patron français. Emmanuel Macron a réagi tout à l'heure. La France perd un homme qui a consacré sa vie à développer un fleuron de l'industrie. Oui, extraordinaire. Et je crois qu'il faudra retenir ça. Après, on peut toujours aller chercher des détails ou des dysfonctionnements. Il vient d'un monde où on faisait des affaires, où on savait faire des affaires, et il a réussi à préserver la prédominance d'un groupe d'industrie et de défense extrêmement important, et qui fait qu'en fait la France aujourd'hui, dans ces domaines-là, a encore une chaîne de continuité entre la capacité à fabriquer des sous-marins, la capacité à fabriquer des avions, des bateaux. On est très présent. C'est un domaine d'excellence française. Il a contribué à le porter à son meilleur niveau. Donc respect. Guillaume Duval, on consacrait notre débat à ces salauds de patrons, comme certains les ont qualifiés. Serge Dassault, pour vous, il représentait quoi ? Je voudrais juste ajouter aussi Dassault Systèmes, c'est-à-dire que c'est un des fleurons de la présence française dans les logiciels. Pour autant, Serge Dassault incarnait aussi un mélange des genres qui est un peu problématique en France, entre justement des grands patrons puissants dans un domaine industriel, très présents dans les médias où il intervenait beaucoup par rapport aux rédactions, et en même temps présent sur le terrain politique avec des méthodes qui n'ont pas toujours été très honorables. Donc ça, c'est un mélange des genres qui est un peu négatif par contre, mais je rends tout à fait hommage à son action d'industriel. Et on s'arrêtera là-dessus. Merci infiniment d'avoir participé à cette émission. On se retrouve demain à la même heure sur Public Sénat. L'invité de Territoire d'Info demain, c'est Florence Parly, ministre des Armées. Je vous souhaite une excellente soirée. Restez au cœur du débat.